Nombreux, hein. C'est bien. Donc voilà, nous sommes là ce soir pour rencontrer Denis Labelle, qui est donc médecin écrivain. Et avant de parler de son parcours d'écrivain, je souhaitais vous le présenter un petit peu. En tant que médecin humaniste et philosophe, comme on peut lire sur votre site. Donc vous êtes médecin en gastro-entérologie en région parisienne. Vous êtes engagé dans divers combats humanistes en lien donc avec le monde médical. On entend pas? Oui, ça serait mieux sans sono. Ça serait mieux sans. Vous voyez, sans pas que. Oui. C'est parce que comme on enregistre, C'est mieux comme ça. Vous parlerez peut-être dans le micro pour l'enregistrement. Comme vous voulez. Les questions sont importantes que vos réponses. Oui, donc vous dénoncez pas mal les dérives du monde médical et surtout, donc, par exemple, vous prenez la défense des personnes âgées, vous dénoncez ce que vous appelez l'or gris, la mercantilisation de la vieillesse dans les instituts médicaux, et vous prenez le droit à la dignité et à la fin de vie assistée. Vous avez lancé à ce sujet le manifeste des 2000. Donc c'est un sujet polémique qui va inspirer d'ailleurs un roman, Pas de pitié pour les hommes plutôt, aux éditions Stock. Vous publiez également régulièrement vos coups de gueule dans des revues médicales. Donc tous ces engagements se retrouvent dans la plupart de vos romans. Donc la première question, elle sera donc sur cette double casquette, cette double passion. Comment vous êtes passé du métier de médecin au métier d'écrivain? Alors tout d'abord, merci, ça résonne beaucoup. Hein. Oui. Vous pensez que c'est indispensable? Oui, sinon vous entendrez pas. Peut-être un peu plus loin, oui. On peut peut-être baisser le volume. Oui, c'est comme ça. Sinon on vous entendra pas sur le... Bon, je garde. Oui, comme ça, c'est très C'est bien comme ça? Oui, Très bien. comme ça, Bon. oui, ça a l'air d'être Ça t'oblige à parler longtemps. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation, Madame la directrice. Merci à la mairie, au tout conseil municipal. C'est très très sympathique. Et merci à tous ceux qui viennent. Ça fait plaisir. Donc, comment je suis passé de la médecine à l'écriture? C'est plutôt comment je suis passé de l'écriture à la médecine. En fait, c'est vrai que j'avais un peu le virus de l'écriture depuis très longtemps. J'aurais dû faire des études littéraires. Mais j'avais un paternel qui était assez exigeant et qui voulait que je fasse médecine, donc j'ai fait médecine. Et quand on fait médecine, on part pour un voyage d'études long et lourd et pénible. Et pendant plusieurs années, donc je n'ai pas écrit, et je m'y suis remis d'abord pour des pièces de théâtre, parce que ça c'était rapide. Et puis j'ai commencé à publier en 1986, donc ça fait déjà un bout de temps. Et là, à partir du moment où je me suis remis à écrire, je n'ai pas arrêté. Alors, ça n'a pas été facile, parce que le métier de médecin est tout de même hospitalier, est tout de même assez prenant. Et par chance ou malchance, je suis insomniaque, ma femme le sait. Et donc, à 3h du matin, moi, je téléphonais pour avoir des nouvelles des patients, et leur demander quel était le taux d'hémoglobine de M. Dupont, le taux de potassium de Mme Durand, et une fois que j'avais terminé ces renseignements-là, d'abord les infirmières devaient lever les yeux au ciel en disant « ça y est, il vient de nous déranger », et puis ensuite, je me rendormais pas, j'écris. Donc j'ai écrit pendant des années, toutes les nuits. Je me recouchais à 5h30, on se levait à 7h, et puis voilà. Et j'écrivais le week-end et pendant les vacances. Alors j'ai commencé par écrire un essai sur le pouvoir, et puis ensuite j'ai écrit 3 romans qui n'ont pas été publiés. Et donc je me suis dit vraiment ça commence mal. Et à ce moment-là, on m'a proposé un essai sur les maisons de retraite. Et donc ça a été un point de départ. J'ai fait une enquête le soir après le travail, j'allais dans la maison de retraite, il faut être un peu fou. Hein. Et donc ce livre a eu un gros retentissement, parce qu'à ce moment-là, il y a 20 ans, les conditions qui étaient réservées pour les personnes âgées étaient absolument dramatiques, aussi bien dans le privé que dans le public. Il y a une exploitation gigantesque. Et j'ai eu le droit alors là, à toute la presse, les radios, les télévisions, envoyé spécial, tagada. Et c'était le point de départ de l'écriture d'essais. J'ai fait 3-4 essais, et puis j'avais envie de retourner au roman, parce que c'est le roman qui me plaisait. Et j'ai écrit un roman, j'ai fait une phlébite, et donc ça m'a immobilisé.
Et j'ai écrit à ce moment-là Cruelles retrouvailles et j'ai envoyé le manuscrit aux éditions Julliard, enfin plusieurs maisons d'édition Julliard. Et alors là, j'ai eu une surprise, une magnifique surprise. Au bout de 8 jours, l'éditrice m'écrit j'emmène votre manuscrit au bout du monde, ne signez avec personne, on se voit à mon retour. Et on a signé, c'était mon premier contrat. Donc j'ai commencé ensuite à travailler avec Julliard pendant 4-5 romans, mais comme je n'ai pas fait des ventes extraordinaires, on m'a fait comprendre au bout de 4-5 romans qu'il fallait maintenant aller voir ailleurs. C'est ça la vie d'écrivain avec les éditeurs. Et j'ai donc été chez d'autres maisons d'édition. Mais je n'ai jamais cessé d'écrire, c'est pour moi, je dirais presque vital. Chaque fois, après chaque livre, je dis bon, je vais arrêter, et puis je n'y arrive pas, je repars sur un autre livre. Donc voilà, c'est un virus, quand on l'a, on a du mal à lâcher. Je crois que vous commencez à l'avoir, vous ne le lâchez pas. Et justement, ma deuxième question serait justement le fait de porter cette parole, donc la parole de médecin, mais d'écrivain, plus loin, en touchant des publics que vous n'auriez pas forcément touché de prime abord par votre clientèle. Est-ce que c'est une démarche de militant, de médecin militant à visée pédagogique, ou c'est une démarche plus personnelle de transcender la colère que vous avez ressentie face à tout ça par un processus créatif? Je crois qu'il y a deux choses différentes, ce sont les essais et les romans. Les essais, c'est pour faire passer des idées, c'est évident. J'ai fait un essai sur les personnes âgées, j'ai fait un essai sur les initiatives qui changent la société, ça s'appelle La France de l'audace. J'ai eu la chance de le présenter à Bouillon de Culture et ça n'a absolument pas boosté les ventes, ça n'a pas été un succès du tout. Et pourtant, c'était plein d'idées extraordinaires. J'avais été voir des gens qui changeaient le monde. Donc j'ai eu grand plaisir à l'écrire. Ensuite, j'ai fait un essai sur Tempête sur l'hôpital. Alors là, c'était vraiment pour amener des idées nouvelles sur comment transformer. Et j'avoue que 15 ans après, je suis surpris de voir un prochain changement qui a été proposé là sur la réforme médicale. 2-3 idées que j'ai lancées depuis longtemps, qui est rouvrir les hôpitaux locaux, qui était créer des passerelles entre médecins, le travail de médecin et d'infirmière. Ça semble être passé. Et puis je suis un troisième. Bref, quand on fait des essais, on veut faire passer des idées. Et c'est un grand plaisir de se dire, bon, ça passe ou ça passe pas, mais au moins, on a essayé. Le roman, c'est autre chose. Le roman, c'est son plaisir à soi d'abord, parce que c'est d'entrer dans une aventure. En fait, on est acteur. Le roman, il y a deux possibilités. Soit on écrit à la troisième personne, soit on écrit à la première personne. Plusieurs fois, j'ai commencé à la troisième personne, et quand je l'ai terminé, je me suis dit, ça accroche pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas bien dedans. Et j'ai toujours réécrit, sauf le dernier, je suis en train de terminer là, qui va paraître bientôt plutôt. J'ai toujours écrit à la première personne. J'ai plutôt un rôle d'acteur, on se met dans la peau de quelqu'un, on se met à fond, et on transmet ce personnage-là au lecteur. Donc j'ai abordé des sujets, je crois, très variés, je veux dire, puisque Cruelles retrouvailles, c'était un livre qui se passait à la fois en banlieue parisienne et en Bretagne, entre deux personnes qui s'étaient connues dans l'enfance, qui s'étaient sadisées, et puis qui se retrouvaient 20 ans après. Il y avait une sorte de duel psychologique qui reprenait. Tangina, c'est le seul livre un peu particulier, Tanginal, parce que c'est le seul qui soit, je dirais, un peu autobiographique. Voilà. Les autres ne le sont pas. Tout au moins, pas de façon consciente, de façon inconsciente probablement, parce que vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de fois le thème du père et du fils, c'est vrai, ça m'a marqué, ça a marqué ma vie, ça a marqué père, fils et frère. C'était un trio qui m'a beaucoup inspiré et marqué dans ma vie. Donc ça, Tangina, c'est le seul qui soit un peu autobiographique. J'étais très gentil, je crois, par rapport à ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti. Et puis ensuite, il y a eu Parfum d'ébène. Alors ça, c'est une histoire que j'ai connue en Afrique, sur une personne qui a une métamorphose au contact de l'Afrique. Je ne vous en dis pas plus. Une métamorphose personnelle. Et puis ensuite, j'ai écrit Ton silence est un baiser. Titre qui ne m'avait jamais plu, mais ça, c'est l'éditeur qui choisit et la couverture et le titre. On n'a pas beaucoup de choix. De temps en temps, je leur propose et ils le prennent, de temps en temps, ils ne le prennent pas. Qui est un livre
Alors ça, c'est un point de départ différent. Je n'avais pas lu dans la littérature beaucoup de livres où, justement, on se mettait dans la peau d'un homme et d'une femme. Et j'avais très envie de me mettre homme-femme et faire un chapitre l'homme, un chapitre la femme, un chapitre l'homme, un chapitre la femme. Et donc c'est une histoire d'amour entre deux chercheurs et j'essaie de connaître la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme. Voilà. Ensuite j'ai écrit, qu'est-ce qu'il y a d'autre après, Noir en blanc. Alors Noir en blanc c'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai travaillé avec des étudiants africains. J'ai beaucoup été en Afrique, j'ai travaillé pendant 22 ans avec les hôpitaux africains. Et j'avais été très très attiré par l'histoire de ces jeunes qui quittent leur pays à 20 ans, à 13 ans je veux dire plutôt, qui vont à Cuba ou ailleurs, enfin qui vont faire les études à Cuba. À un moment à Cuba, dans les années 90, il y avait 15 000 collégiens sur l'île de la jeunesse qui se trouve à Cuba. Et puis ensuite, ils étaient dispatchés dans les pays, ex-pays de l'Est, ou en Chine. Donc vous imaginez, hein, vous partez du jour au lendemain en Chine sans connaître un mot de chinois, ou en Russie sans connaître un mot de russe, et on vous dit que vous allez faire vos études médicales là-bas. Donc je les ai suivis dans ces pays-là, et ensuite ils revenaient en France pour faire une spécialité, et certains retournent au pays, d'autres ne retournent pas, et ils sont tiraillés entre retourner, repartir. Et donc j'abordais sous 4 personnages, 2 garçons et 2 filles, toute la problématique de l'immigration des cerveaux, qui est un énorme problème d'aujourd'hui dont on ne parle jamais. On parle des gens qui traversent la Méditerranée, mais on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Pourquoi ? Sur le plan économique, est-ce que c'est possible de vivre là-bas ? Sur le plan sanitaire, est-ce que c'est possible de vivre là-bas ? Donc Noir en blanc, ça a très bien marché. J'ai des prix aussi pour ça. Et puis ensuite, j'ai écrit Hambourg peut-être. Alors là, c'est une fiction complète. Une fiction complète. J'avais envie de faire un roman avec un balancement d'idées. C'est-à-dire que je prends l'histoire de 2 chirurgiens. Ça se passe entre octobre 40 et avril 41. Et c'est un chirurgien allemand et un chirurgien français qui se connaissaient avant la guerre et qui se retrouvent, du moins l'allemand convoque le français, pour lequel il a beaucoup d'admiration, et lui dit, écoutez, on pourrait dépasser la situation dramatique que nous vivons tous les deux, aidez-moi à opérer les malades difficiles, et moi je vous donne le matériel qui vous manque. Et pour ça j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis rendu compte que dans tous les livres qu'il y avait sur la vie quotidienne sous l'occupation, il n'y avait pas un mot sur la santé, à croire que tous les gens étaient en bonne santé. J'ai fait des recherches à la bibliothèque de la médecine pour comprendre, j'ai fait sortir des thèses, j'ai fait sortir des revues, des journaux, etc. Quand vous lisez Max Gallo sur il n'y a rien, pas un mot sur la santé. Et pareil pour les autres livres. Et donc ces 2 chirurgiens finissent par accepter de collaborer ensemble, et le mot collaborer est volontairement choisi. Et le français se dit jusqu'où je vais aller comme ça. Voilà. Donc je laisse la suite comme ça. Et donc l'idée c'était un peu, parfois on pense bien faire et puis fin de compte on voit la catastrophe, et parfois on pense ne pas être dans la morale classique et puis fin de compte on se débrouille pas mal. Voilà, c'était un sujet ambigu. Puis je continue la liste. Alors il y a ensuite le correspondant Châtelet, qui est encore un peu d'un autre sujet. En fait, j'aime bien m'intéresser aux gens sans importance. Donc, voir les chanteurs de métro, chaque fois que je prends le métro, on entend. Et puis un jour, j'ai entendu une femme qui avait une voix particulièrement extraordinaire. Et puis il y avait un monde fou autour d'elle. Et il y avait une petite bouteille en plastique et tous les gens avaient de l'argent. Je me suis dit, c'est étonnant ça. Je suis passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la 3e fois, je suis resté. Et puis j'ai dit, écoutez, venez, on prend un pot. Vous avez une voix extraordinaire. Pourquoi vous êtes dans le métro quoi? Quelle est votre histoire? Puis on est devenus amis. Et puis on s'est vu 10 fois, 15 fois. Et puis à partir de là, j'avais créé un personnage. Et puis j'ai choisi une autre histoire en même temps. Parce que souvent, dans les romans, il faut choisir 2 histoires qui se croisent. Et j'ai vécu une situation difficile avec un ami, un
très très bons amis, dont le fils a disparu. Le fils était au lycée Henri IV, il allait passer le bac et disparu dans Paris. Angoisse. Voilà. Donc ces deux personnages-là, je les ai réunis, et chacun pousse un peu là où l'autre n'aurait pas été. Voilà, c'est l'idée du roman. Et puis le dernier, ça s'appelle, il va sortir bientôt, ça s'appelle Entend venir l'orage. Alors c'est une fable politique très engagée. Non. Voilà, et que j'ai terminé il y a un an. Et je trouve que, fin de compte, les éditeurs ont dû le sortir plutôt Oui. Donc en fait, les essais pour mobiliser autour de thématiques Ouais, et les romans pour thérapie pour docteur en fait. exactement. Vous avez tout compris. En espérant aussi que pour le lecteur, il passera un bon moment. Donc là, tout à l'heure, je vous ai entendu faire comme ça un petit voyage dans tous vos livres. Justement, J'ai oublié Rouge Majeur, mais on en reparlera. bon, on va en parler. Vos voyages, donc justement, sont une grande source d'inspiration également. Donc on a parlé de la médecine, ça coule de source, mais les voyages, vous êtes un passionné et un fin connaisseur de l'Afrique en fait. Et vous créez des personnages qui ont toujours un lien, enfin souvent un lien avec l'Afrique, comme dans Parfum d'Éden, notamment voilà, Correspondance Châtelet, ou l'héroïne afro-américaine en exil. Vous avez parlé tout à l'heure de Noir en Blanc, de l'exil justement des médecins. L'exil, voilà, le rapport au pays natal, l'exil, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. C'est une thématique qu'on retrouve quand même pas mal. Alors c'est vrai que l'Afrique occupe une grande partie de mon imaginaire. Ça fait 22 ans que j'y vais. Alors j'ai créé une association à partir de l'hôpital où j'étais. Je ne fais pas de soins. Je refuse de faire du soin. J'essaie de faire en sorte, un peu selon la philosophie qu'il y a dans Noir en Blanc, aider les médecins qui sont là-bas à rester chez eux. Voilà. Ça va à l'encontre de nos besoins, parce que j'estime qu'ils ont leurs propres problèmes à traiter. Et donc, j'étais X fois à Madagascar, X fois au Cameroun, j'étais au Sénégal, enfin j'ai fait beaucoup de pays africains, oui. Et alors pourquoi fasciné par ce continent qui est en pleine mutation, qui est un continent jeune, dirigé par des vieux. C'est un drame. C'est un continent qui est en crise. Moi j'attends le printemps africain. J'espère qu'un jour il y aura un printemps africain. Où on a une responsabilité aussi, nous, Européens, dans le soutien qu'on a apporté pendant longtemps à tous ces dictateurs. Enfin bref, c'est un pays qui vous prend aux tripes. Enfin, des pays qui vous prennent aux tripes, puisqu'en fait, chaque pays est différent. C'est un continent qui vous prend aux tripes. Et puis, j'ai aussi, je connais bien l'Afrique du Nord, j'y ai travaillé. Et je trouve que c'est complémentaire de notre vie. Ils sont tellement intriqués dans notre histoire que voilà. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes romans, pas dans Rouge Majeur, mais dans beaucoup de mes romans, je mets un Africain. Dans le premier Cruel Retrouvailles, ça se passe en banlieue. Il faut dire que la banlieue où j'ai travaillé, c'était Évry, il y avait 26 communautés africaines. La plupart de mes patients étaient des Africains. Ensuite, Noir en Blanc, bien sûr, c'est une évidence, mais même vous avez fait Correspondance Châtelet, c'est une américano-africaine, et qui, comme beaucoup de ces gens-là, sont marqués par leurs origines, ça reste dans leur tête, et il y a tout un courant aujourd'hui de ces Noirs américains qui recherchent leurs origines, leur village, à savoir d'où ils viennent, en Afrique. Et donc, mon personnage fait partie de ça. Et j'aime bien, ça met une petite note d'exotisme. Et puis je dirais que ça fait partie de moi-même. Voilà, je crois que je suis très très impliqué dans l'histoire de ce continent, à titre personnel, bien sûr. Et justement, vous en parliez aussi tout à l'heure, donc l'exil, l'Afrique, la médecine, mais on retrouve aussi dans vos romans les relations père-fils, la transmission, les réparations du passé qui sont également très présents.
thématiques. c'est vrai que On parlait quand tout à l'heure de thématiques. Oui, mais c'est vrai, si on met les livres les uns au-dessus des autres au point de vue thématique, il y a des gens qui disent on n'écrit qu'un seul roman, c'est ce qui est dit. En fait, on est animé par des thèmes qui vous sont marqués. Et donc, moi, j'ai vécu en effet une situation père, fils, frère, comme je disais tout à l'heure, très forte, très dure, très compliquée, qui m'a marqué toute ma vie. Et donc, à chaque fois que j'entendais un petit truc père-fils, c'est vrai que ça me faisait tilt. L'un des derniers, alors c'est très amusant parce que Correspondance Châtelet, je l'ai écrit il y a 3 ans, et il y a un problème père-fils, bien sûr, et on me demande d'écrire l'histoire d'un père et d'un fils qui sont partis au Kyrgyzstan. Et ça, c'est dans les pas du fils. C'est le seul récit que j'ai fait. Habituellement, c'est des romans. Alors, l'histoire, j'en dis 2 mots. C'est un père qui a une 40aine d'années, et son fils dérive, problème de drogue avec la police, violence au lycée, violence avec la mère, les parents sont divorcés. Et le père, qui est un peu aventurier, dit à son fils, bon allez, ça suffit, on part tous les deux au bout du monde, au Kyrgyzstan. Je ne sais pas très bien où c'était au début. Et on traverse le pays à cheval, et ni lui, ni son fils ne fait à cheval. Voilà. Donc ils se détestent. Et ils partent dans une aventure complètement folle. Voilà, traverser à cheval. Déjà, il y a les seuls qui sont dans de bonnes conditions avec des amis, c'est une aventure, et voilà, avec les deux. Donc quand il avait proposé à d'autres écrivains d'écrire leur histoire, puisqu'ils en revenaient juste à ce moment-là, et les autres avaient demandé d'avoir carte blanche. Et eux, ils ne voulaient pas. Ni le père ni le fils ne voulaient laisser comme ça leur histoire entre les mains de quelqu'un d'étranger sans ça. Moi, je leur dis, écoutez, non, je écrirai votre histoire, mais vous le lirez, et vous me direz si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, j'en ferai. Alors ça leur a plu. Et puisque, un peu l'originalité que j'y ai amenée, c'est de faire un chapitre le père, un chapitre le fils, parce que ça, j'aime bien j'ai utilisé dans Silence c'est un baiser, de faire un chapitre, et dans mon dernier, ça sera encore comme ça. Et ça permet de voir l'histoire avancer, vue par l'un et vue par l'autre. Non pas un seul fait, vu par les deux, mais l'histoire qui avance comme ça. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce roman, enfin ce récit plutôt, dont je racontais tout à l'heure qu'on m'a volé la signature, puisqu'en fait, il avait bien été prévu que mon nom soit en gros et le nom des 2 autres soit en petit. Et lorsque j'ai vu la couverture, mon nom était en petit et le nom du père et du fils était en grand. Quand j'ai dit à l'éditeur, mais ça ne correspond pas au contrat, parce que dans le contrat j'avais fait écrire un truc lettre, l'éditeur, on en parlera peut-être tout à l'heure des éditeurs, m'a dit, mais de toute façon les contrats, je m'assois dessus. Et donc ce livre, il est même sorti en poche, et en poche il y a le nom sur la tranche du père et du fils, mais le bien n'apparaît pas, il apparaît juste là. C'était une frustration terrible. La deuxième frustration de ce livre, c'est que Laurent Mauvigné a pompé complètement l'histoire, on peut dire les choses telles qu'elles sont, a écrit le livre qui s'appelle Continuer, et Continuer a été Mauvigné, bien sûr, toute une machine médiatique importante, c'est l'édition de Minuit, et il a réécrit exactement au Kyrgyzstan à cheval pendant 3 mois, là, c'est la même histoire, sauf qu'il a mis une femme à la place de l'homme, et ça ne colle pas du tout, parce que c'est impossible. Déjà avec 2 hommes qui traversent un pays comme ça, musulman, difficile, complexe. Donc une femme qui traverse avec son fils, c'est inconcevable. Mais quand vous avez Télérama, ça change tout. Et donc il a fait un gros succès avec ce livre, alors que le nôtre était un succès modeste. Et il en a fait un film, du reste qui n'a pas marché du tout. Et c'était 2 frustrations. De l'éditeur et une deuxième d'avoir été publié. Voilà. Je suis obligée de partir. Ah mais c'est une aventure, l'écriture. Mais vous aviez prévu, pas parce qu'elle s'ennuie, mais elle m'avait dit je suis obligé de partir avant. Très bien pour pas que ça fasse un mouvement. Et donc justement, vos personnages, il y en a beaucoup qui sont médecins, évidemment. Quelques-uns. Quelques-uns. Dans le dernier, justement, le héros, lui, n'est pas médecin. Il est producteur à la retraite.
Et il va essayer d'aider cette chanteuse du métro, donc on sait maintenant qu'en fait c'est vous. et justement, est-ce que vous auriez aimé faire une carrière artistique autre que auteur, évidemment, comme peintre? Vous parliez de Nicolas de Staël, vous avez raconté le dernier livre. Est-ce que, voilà, si vous n'aviez pas été écrivain, une autre carrière artistique, vous parlez de producteur de musique? Alors, il n'est pas producteur, hein, il est critique littéraire. Oui. Il est critique littéraire. Et en fait, je me suis inspiré là aussi de. Tu sais, quand on écrit un roman, on prend des trucs à droite à gauche. En fait, c'est un journaliste du Canard enchaîné qui avait fait une critique très gentille sur Hambourg peut-être. Et je l'avais revu après. Il venait d'être mis en retraite. Et il m'avait dit du jour au lendemain, je ne suis plus rien. Alors qu'il était un chroniqueur connu, son nom apparaissait depuis 30 ans, tout le monde voulait avoir un article de lui. Et du jour au lendemain, qu'il était parti en retraite, il n'était plus rien, plus personne, les éditeurs ne lui envoyaient plus de livres, et il l'a vécu de façon dramatique. C'est terrible. Donc c'est pour ça que je l'ai introduit comme ça. Et alors, bon, moi j'ai fait un peu de peinture, mais je veux dire, je n'ai pas. Non, je crois que ce qui m'a. C'est l'écriture. Je ne chante pas, je n'ai pas essayé de chanter. Je regrette de ne pas faire de la musique. Et si la peinture m'a bien plu pendant un certain temps, j'ai pas mal peint pendant une dizaine d'années, mais c'est l'écriture qui est ma vie. Et pourquoi Nicolas de Staël? Alors pourquoi ce peintre en particulier? Alors là, c'est parce qu'on fantasme sur le succès. Nicolas de Staël, moi, quand j'ai vu sa toile qui se trouve au musée Picasso à Antibes, c'est une toile gigantesque, sa dernière toile qui s'appelle Le Concert, qui mesure 6 mètres sur 3, et qui est une toile rouge, c'est pour ça que le livre s'appelle Rouge majeur. Et il a voulu essayer de rendre la musique de Weber, qu'il avait entendue 10 jours auparavant au Théâtre Marigny. Il va au Théâtre Marigny, il écoute la musique. Il était comme ça, Nicolas de Staël. Il marchait à l'éclat. Il va voir des footballeurs, il fait des tableaux sur les footballeurs. Il va voir une danseuse, il fait des tableaux sur une danseuse. Et là, il sort du théâtre et il dit, c'est pas possible, il faut que j'arrive avec la peinture à rendre cette impression que j'ai ressentie sur le plan musical. Et donc il redescend le midi dans son atelier et pendant 10 jours, il peint cette toile. Moi, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas trouvée spécialement belle, mais elle m'a impressionné par sa taille, par son importance, et puis parce qu'au 10e jour, il se jette par la fenêtre. Alors cet homme, ce peintre, a tout. Et c'est ça qui m'a fasciné. D'abord, il est beau. Il y a une photo de lui qui a été faite juste la veille, qui est connue, qu'on voit sur Internet. Il est très beau, succès auprès des femmes, connu dans le monde entier. 2 rétrospectives qui sont prévues, une à Londres, une à Berlin. La veille, il signe un contrat avec le musée Picasso pour une rétrospective au mois de juillet, au mois de mars, au mois de juillet. Il a de l'argent, il vient d'acheter une maison. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a tout? Voilà. Qui a tout, qui est un artiste. J'ai pas beaucoup d'artistes qui réussissent. Et quand il réussit, pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, il décroche? Dalida, c'était pareil, avec tout. Parfait. Et là, ce type, en plus, il écrit très bien. Ces lettres, moi je les avais lues entièrement, et donc ça m'ont servi pour le faire parler. Je ne me gêne pas, je le fais parler. Et ces lettres sont magnifiques, ont été rééditées par Gallimard il y a 2 ans. Et j'ai eu du mal avec ce livre parce que j'étais chez Julia à ce moment-là, et je dis à l'éditrice qui était Bettine Allais, ben voilà, je voudrais faire un livre sur Nicolas de Staël, j'ai une idée, là, 10 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Donc, j'ai une idée, je voudrais faire. Elle me dit, oh là là, on ne sait pas là-dedans. La famille de Staël est absolument opposée à ce qu'on écrive quoi que ce soit sur Nicolas, sur leur père. C'est comme la famille Matisse. Hein. Matisse est interdit d'écrire quoi que ce soit sur Matisse. Oui, je dis, j'ai envie. Oui, mais vous ne ferez pas chez nous, ne veut pas Proust. Et je me lance là-dedans. Et j'invente, parce que je voulais faire une fiction, et j'invente un journaliste américain qui lui est un type blessé par la guerre, qui n'a pas eu de succès en tant qu'écrivain, et qui est chargé de faire un article sur Nicolas de Staël. Et il tombe dans la folie créatrice de ce type, et donc il vit
c'est 10 jours, voilà, entre ces deux hommes. Voilà. C'est Rouge Majeur, c'est ça. Qui a été bien reçu, puisque j'ai eu le prix des lecteurs de Brive, qui est un prix de lecteur qui est sympa, et puis Brive, c'est le plus grand salon de France. Et c'est vrai que oui, la peinture me fascinait, et je trouve qu'il y a une lumière dans ce peintre, il y a une recherche, et puis, comme tous les grands peintres, ils ne s'arrêtent pas, ils arrêtent de chercher, ils cherchent, et ça lui a coûté cher, parce qu'en fait, les galeries finissaient par être agacées par ces changements perpétuels. Ils avaient tort, puisque les étoiles sont devenues parmi les plus chères du monde. Donc voilà, moi je suis écrivain, j'écris. C'est vrai qu'après 18 bouquins, on peut se dire un peu écrivain, mais j'écris, mais je suis fasciné par ceux qui peignent. Et en fin de compte, c'est pas si loin que ça. La peinture, c'est des touches, on revient, on met un peu de là, un peu de bleu, un peu de vert, et on mélange. À la fin, il y a une harmonie. Et moi, j'écris d'une certaine façon. J'écris, alors au début, les premiers romans que j'ai écrits, qui n'ont pas été publiés, j'écris de A à Z. Puis je recorrigeais de A à Z. Puis je me suis rendu compte que on finissait par laisser passer plein de choses. Voilà, on s'endormait sur l'histoire. Donc j'ai changé complètement de technique. Et maintenant, j'écris pendant 1 an à peu près. Je prends des notes. Je sais à peu près comment sera l'histoire, pas en détail. Et je prends des notes, je prends des phrases, et je ne les lâche que lorsqu'elles me plaisent. Et puis au bout d'1 an, quand j'ai 200 pages de notes, je m'y mets. Et j'ai pas de problème de page blanche, parce que j'ai 200 pages derrière moi de notes. Enfin, des notes. C'est plus que des notes, hein, c'est des paragraphes. Et je fais le puzzle. Je prends les pièces, alors il y a les pièces que je n'utilise pas, que je réutilise ou que je modifie. Et donc maintenant j'écris que comme ça. C'est-à-dire que je travaille beaucoup la forme. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi j'essaie de faire en sorte que ça soit très fluide. Ça demande beaucoup de travail, parce qu'il n'y ait pas de répétition, qu'il n'y ait pas de... voilà, je travaille beaucoup. Il y a très peu de vrais écrivains. Les vrais écrivains sont ceux qui, on se dit, ah tiens, on reconnaît l'écriture. Il y en a quelques-uns. Céline, on dit Céline, on reconnaît l'écriture. Marguerite Duras, on reconnaît l'écriture. Proust, on reconnaît l'écriture. Les grands écrivains qui ont vraiment une originalité d'écriture, il n'y a pas d'étonne. La grande majorité de gens écrivent bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent bien aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément une originalité d'écriture. Et je travaille pour avoir pas une originalité d'écriture, je n'en serais pas capable, mais pour que ça soit facile à lire et que ça soit agréable à lire. Et c'est vrai que ça demande énormément de travail. La forme, pour moi, est aussi importante que le fond. On compare souvent d'ailleurs la voix de l'écrivain à une musique. Chaque livre a sa musicalité, chaque écrivain a sa musicalité. Et vous parlez justement du rapport avec la peinture.